Sous le soleil brutal du Sahel, les armes se taisent, mais les pompes grondent. En moins de 3 ans, un Burkina Faso que l'on disait brisé voit revenir ses puits, ses marchés, ses écoles et ses routes autrefois désertées. Alors, derrière ce basculement presque irréel, quel rôle Ibrahim Traoré joue-t-il vraiment dans ce pays que beaucoup croyaient perdu et relégué aux marges des Burkina Faso News? Et surtout, que révèle cette trajectoire à ceux qui, loin du Sahel, observent sans vraiment comprendre comment un État menacé d'effondrement a choisi de se relever par la dignité plutôt que par la pitié humanitaire? Ce récit ne promet ni miracle, ni conte héroïque autour d'Ibrahim Traoré. Il propose autre chose. Comprendre, avec des faits précis, comment d'un pays longtemps présenté comme perdu a recomposé en quelques années les bases de sa sécurité, de sa nourriture et de sa cohésion sociale. L'enjeu pour le lecteur est simple mais décisif. Saisir un modèle où la souveraineté ne se proclame pas dans les discours, mais se mesure en route rouverte, en enfants retournés à l'école et en familles déplacées qui reviennent chez elles. Dans un paysage médiatique saturé d'images de poussière et de guerre, ce fil d'analyse offre un bénéfice clair. Lire le Burkina Faso non plus comme un cas désespéré, mais comme un laboratoire où se construisent des réponses inédites aux crises sécuritaires et alimentaires. Car derrière chaque puits sécurisé, derrière chaque riziculture réhabilitée, une question plane. Et si ce pays enclavé, dirigé par un capitaine encore jeune, dessinait une autre voie que la dépendance infinie à l'aide extérieure? Le premier choc se lit dans les chiffres. En 2022, plus d'un tiers du territoire burkinabé échappait au contrôle de l'État. Des routes nationales étaient coupées, des villages entiers vidés de leurs habitants et plus d'1 million de personnes vivaient en déplacement interne, loin de leurs champs et de leurs puits. 3 ans plus tard, selon les données communiquées par les autorités, plus d'1 million de déplacés ont pu regagner leur village et 28 bataillons de réaction rapide ont rouvert des routes, des couloirs humanitaires et des zones agricoles considérées comme perdues. La mini-révélation est là. Derrière la reconquête militaire conduite sous Ibrahim Traoré, c'est un modèle social qui s'invente, bien au-delà d'une simple carte sécuritaire recolorée. Pour comprendre ce retournement, il faut revenir au point de départ. Le Burkina Faso sort alors d'années de désagrégation silencieuse. Administration repliée sur la capitale, routes dangereuses, localités abandonnées, économie rurale en lambeaux. Les attaques terroristes ne se contentent pas de tuer, elles fragmentent la société, brisent les circulations et rongent la confiance. Lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir, il ne promet pas de tout régler par un discours. Il pose une priorité brutale, sans sécurité minimale. Aucune réforme, aucune école, aucun marché ne peut tenir. La stratégie dite de la double couche se dessine. Un premier cercle de bataillons de réaction rapide pour reprendre le terrain. Un second cercle de forces mixtes, gendarmerie et police, chargés de stabiliser durablement les zones libérées. Mais très vite, la reconquête ne se limite plus aux militaires. Chaque avancée sécuritaire est connectée à un chantier civil, un puits remis en service, une école rouverte, un marché sécurisé. Ainsi, la trame du récit se précise. Le contrôle du territoire n'est pas seulement une question de frontières, mais de vie quotidienne retrouvée. Pour saisir ce basculement, il faut regarder au ras du sol, là où la stratégie d'Ibrahim Traoré rencontre des destins ordinaires. Dans la région de Wahigouya, une enseignante revient après plusieurs années d'exil intérieur. Elle retrouve une école de tôle et de briques encore marquée par les absences, mais de nouveau remplie de rire. Elle explique que le jour où les soldats ont sécurisé la commune et que les autorités locales ont annoncé la réouverture des classes, le village a recommencé à respirer. Les enfants se lèvent tôt, traversent des chemins autrefois trop dangereux
et le simple fait de réciter l'alphabet devient un acte de résistance tranquille. Plus au sud, dans le Muhun, un jeune mécanicien, formé dans un programme national d'agro-restauration, installe et répare des pompes à eau. Son atelier est minuscule, mais chaque moteur remis en marche rend l'eau potable à des dizaines de familles. Là encore, la stratégie de double couche prend corps. Les militaires sécurisent, les techniciens civils consolident, les coopératives villageoises organisent. Dans ses récits, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef de guerre lointain, mais comme la figure politique qui a accepté de lier le fusil, la pompe et le cahier d'écolier dans une même logique. Ce sont ces personnages de terrain qui servent de guide. Ils montrent que le renouveau du Burkina Faso ne se résume pas à la baisse des attaques, mais à la reprise d'une routine fragile et déterminée. La séquence commence par la peur. En 2022, le pays vit au rythme des embuscades, des routes coupées, des rumeurs d'attaques qui vident les marchés avant midi. Les administrations locales se replient. Les enseignants quittent les zones rurales, les familles abandonnent leurs terres pour se regrouper autour de quelques centres jugés plus sûrs. Les cartes des Burkina Faso News dessinent un territoire troué, morcelé, où l'État semble se rétracter chaque mois un peu plus. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré impose la logique d'urgence, restaurer la sécurité avant toute autre réforme. Rapidement, le plan de double couche de défense se met en place. La première couche est composée des bataillons de réaction rapide, 28 unités destinées à reprendre les axes stratégiques, les localités clés et certains périmètres agricoles menacés. La deuxième couche rassemble des unités mobiles de gendarmerie et de police chargées non seulement de sécuriser les points libérés, mais d'y maintenir une présence continue de l'État. Sur le terrain, cela signifie que les soldats ne se contentent pas de passer. Ils restent, patrouillent, discutent, accompagnent les chefs coutumiers et les comités de village. Le point culminant survient lorsque les premières routes nationales rouvrent. Les axes qui relient la capitale aux grandes villes régionales se dégagent, les convois reviennent, les camions de marchandises recommencent à circuler. Dans certaines zones, des écoles fermées depuis des années accueillent de nouveau des élèves. Des centaines de puits sont remis en service, parfois par les militaires eux-mêmes, parfois par des équipes civiles qui suivent l'avancée sécuritaire. Ibrahim Traoré présente alors un concept qu'il appelle le contrôle humain du terrain. L'idée que la présence armée doit se traduire immédiatement en service, en eau, en santé, en possibilité de produire. Une formule résume cette approche. Nous ne plantons pas de drapeau, nous faisons pousser la vie. Puis vient la phase où les effets se propagent. La sécurité relative permet le retour progressif des déplacés, la remise en marche des marchés ruraux, la reprise des petits commerces de céréales, de lait, de bétail. Un agriculteur le dit simplement, il préfère voir un soldat au carrefour qu'un tireur caché dans son champ, parce que la paix se juge au temps qu'il peut passer à cultiver. Ainsi, l'événement initial, la désagrégation, débouche sur une dynamique inverse. Crise, reconquête, stabilisation, reconstruction. La trajectoire ne gomme pas les risques, mais elle installe une nouvelle normalité, frêle et tenace. À partir de 2023, le chantier se déplace massivement vers la terre. Ibrahim Traoré résume alors la nouvelle étape en une phrase. Récupérer le territoire ne suffit pas, il doit nourrir ceux qui y vivent. L'offensive agro-pastorale et halieutique nationale 2023-2025 est lancée avec une enveloppe annoncée de 592 milliards de FCFA injectés directement dans les champs, les troupeaux et les infrastructures rurales. Cette somme ne flotte pas dans les rapports.
Elle se traduit en canaux dégagés, en pompes installées, en équipements livrés aux coopératives. Le premier indicateur concerne le riz. Les données officielles parlent d'une hausse d'environ 11% entre la campagne 2023 et celle qui suit. Ce n'est pas une explosion spectaculaire, mais une progression régulière, appuyée sur trois leviers visibles: irrigation restaurée, semences adaptées et formation de jeunes agriculteurs. Chaque hectare remis en culture sur un périmètre sécurisé devient un maillon de souveraineté alimentaire, là où, quelques années plus tôt, on se demandait seulement si les champs seraient encore accessibles. Un deuxième indicateur porte sur la réorientation des flux alimentaires. Le gouvernement convainc le Programme alimentaire mondial de s'approvisionner davantage auprès des coopératives burkinabées. Concrètement, des millions de repas scolaires sont désormais préparés avec du riz, des céréales et de la viande produite localement. Les bénéfices se cumulent. Les élèves mangent mieux, les producteurs trouvent des débouchés stables, les femmes impliquées dans les cuisines scolaires gagnent un revenu régulier. L'argent des marchés de l'aide cesse de s'évaporer à l'extérieur. Il circule dans les villages, les greniers, les ateliers. Un troisième indicateur, enfin, se lit dans les infrastructures hydrauliques. Plus de 2000 km de canaux d'irrigation sont dégagés ou reconstruits, et des centaines de pompes solaires, financées sur budget national, remplacent des systèmes plus coûteux en carburant. Les coopératives reçoivent non seulement des engrais et des outils, mais aussi des formations à la gestion des stocks, à la transformation et à la logistique. Le résultat se voit dans la couverture des besoins alimentaires. La production vivrière atteint un niveau qui permet de couvrir une part largement majoritaire des besoins nationaux, bien supérieure à celle observée avant la crise récente. Pour Ibrahim Traoré, cette trajectoire incarne une idée obstinée. La souveraineté ne se signe pas, elle se récolte, champ après champ. Les critiques ne manquent pas. Certains observateurs étrangers soulignent la baisse de certaines aides internationales, l'isolement diplomatique relatif du Burkina Faso et le risque d'une économie trop fermée. Selon eux, aucun pays enclavé, marqué par une décennie de violence, ne peut se relever durablement sans flux financiers massifs, sans soutien des institutions classiques et sans alignement sur leur conditionnalité. Ils craignent que la ligne d'Ibrahim Traoré transforme le pays en bastion méfiant, difficile à intégrer dans les grands circuits commerciaux. Une autre critique vise la concentration du pouvoir. Les mêmes voix soulignent la place centrale de l'armée et la personnalisation du leadership autour d'un capitaine devenu symbole, nourri par une image forte dans le récit national et dans chaque Ibrahim Traoré d'interview. Elle redoute que la souveraineté invoquée ne serve, à terme, de justification à un verrouillage politique où la sécurité serait un argument pour limiter le pluralisme. Face à ce stillman, la réponse qui émerge du terrain n'est pas un rejet, mais un déplacement du débat. Les chiffres avancés par les autorités mettent en avant un autre multiplicateur, celui de la dignité, en réorientant les investissements vers les champs, les puits, les marchés. Le pays fait circuler la valeur dans ses propres circuits au lieu de la perdre dans des appels d'offres extérieures. Les indices de retour scolaire augmentent nettement dans les zones stabilisées. La couverture médicale progresse grâce au RAMU. Et le filet social issu du registre social unifié cible, plus précisément les familles vulnérables. Parallèlement, les comités locaux de sécurité et les coopératives participent davantage aux décisions, rendant la gouvernance plus horizontale qu'elle ne le paraît depuis l'extérieur. Le débat reste ouvert, mais une ligne se dessine. L'expérience burkinabé teste l'hypothèse qu'un pays peut chercher l'autonomie sans se couper du monde, en commençant par reconquérir le pouvoir de décider ce qu'il produit, ce qu'il mange et comment il protège les siens. La dignité est une arme. Par cette formule lancée à Wahigouya,
Ibrahim Traoré marque un pivot dans le récit national. Jusque-là, la sécurité et la nourriture semblaient constituer la fin de l'effort. Elles deviennent désormais les fondations d'une refondation sociale plus profonde. Le gouvernement met en place trois piliers étroitement liés: le registre social unifié, le programme d'appui aux ménages pauvres et le système de santé universel RAMU. Derrière ces sigles, il y a des visages. Chaque famille déplacée se voit attribuer un identifiant. Chaque ménage vulnérable accède à un soutien ciblé. Chaque patient dispose d'un cadre pour être pris en charge. Dans les villages, une phrase circule: l'État n'est plus seulement au-dessus du peuple, il marche à ses côtés. La souveraineté, ainsi, cesse d'être seulement militaire ou alimentaire. Elle devient sociale. Ce basculement au milieu du récit change l'angle de lecture. Ce qui se joue au Burkina Faso n'est pas seulement la reconquête d'un territoire, mais la construction d'un filet collectif qui permet aux plus fragiles de se tenir debout. Pour les communautés rurales, la transformation est d'abord une affaire de champ. Les récoltes de riz, de mil et de maïs atteignent des volumes inédits depuis des années dans les zones sécurisées. La productivité progresse nettement, portée par l'irrigation restaurée, les semences adaptées et les outils fournis par les programmes agropastoraux. Les marchés hebdomadaires retrouvent leur couleur, les surplus circulent vers d'autres régions et les familles déplacées reconstruisent peu à peu une stabilité. Pour les petits entrepreneurs et coopératives, le changement se traduit par de nouveaux circuits économiques. Les abattoirs modernisés, comme celui de Bobo Dioulasso, transforment la viande sur place, générant des emplois et de la valeur ajoutée locale. Les coopératives féminines fabriquent des savons, transforment le beurre de karité, gèrent des microcrédits communautaires. Les contrats d'achat pour les repas scolaires créent une demande régulière en produits locaux, réduisant l'incertitude pour les producteurs. Pour les jeunes, le renouveau prend la forme d'une modernité enracinée. Certains montent des ateliers de panneaux solaires, d'irrigation intelligente, de traitement de semences. D'autres s'engagent dans les filières d'élevage ou de transformation. Un slogan circule: Nous ne voulons pas partir, nous voulons construire ici. La migration vers les pays voisins recule, non parce que tout est facile, mais parce qu'un horizon se dessine sur place. Pour l'environnement régional et les partenaires, le Burkina Faso devient un point d'observation incontournable. Sa coopération accrue avec des voisins comme le Mali ou le Niger en matière de sécurité, et avec d'autres États pour les engrais ou la viande transformée, ouvre des perspectives de pôles de résilience partagée. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît aux yeux de certains comme un symbole d'indépendance retrouvée, et aux yeux d'autres comme un pari risqué. Mais, pour ceux qui vivent au quotidien les effets de ces politiques, la boussole reste la même: que la souveraineté se lise dans la routine, dans la capacité d'un enfant à aller à l'école sans escorte, dans la possibilité pour une mère de nourrir ses enfants avec ce que produit sa propre terre. À ce stade du récit, trois trajectoires principales se dessinent pour les prochains mois. Dans un scénario de base, si la tendance actuelle se maintient, la sécurité continue de s'étendre progressivement, les programmes sociaux gardent leur cadence et la production agricole poursuit une croissance modérée mais régulière. Les exportations régionales, notamment vers le Mali et le Niger, se consolident tandis que le RAMU couvre une part croissante de la population. Le registre social unifié s'affine, ce qui permet de mieux cibler les aides. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso ne connaît pas de bond spectaculaire, mais une stabilisation rare dans une région souvent marquée par la volatilité. Dans un scénario plus optimiste, si les investisseurs sensibles au modèle d'autonomie locale reviennent en nombre suffisant, des partenariats africains plus structurés pourraient émerger.
par exemple pour la production d'engrais ou la transformation de la viande. Les filières caprines, bovines et céréalières prendraient alors une dimension régionale, portée par des abattoirs modernisés et des coopératives féminines expérimentées. Dans cette hypothèse, la croissance pourrait atteindre des niveaux supérieurs à ceux observés ces dernières années, tout en restant arrimée à une économie réelle ancrée dans les villages. Enfin, dans un scénario de tension, des aléas climatiques, une crise régionale ou un choc extérieur pourrait fragiliser les récoltes, les finances publiques, voire certaines infrastructures. Mais, contrairement aux années où chaque choc menaçait d'emporter l'ensemble, le filet social construit depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré offrirait un amortisseur: les transferts du PAMP, la base de données du RSU et la couverture RAMU permettraient d'éviter que les plus vulnérables ne sombrent immédiatement. Dans ce cas, la souveraineté ne protégerait pas de toutes les tempêtes, mais elle donnerait au pays des marges de manœuvre pour encaisser, ajuster, reconstruire sans renoncer à l'objectif central: ne pas revenir à la dépendance intégrale. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité africaine de loin, le cas burkinabé bouscule des réflexes. On y voyait souvent un pays victime, enfermé dans une succession de crises, alors qu'apparaît désormais un laboratoire d'expériences politiques, sociales et économiques. Comprendre cette trajectoire suppose de dépasser les images rapides, les manchettes dramatiques, pour se plonger dans les détails: les puits, les semences, les registres sociaux, les débats sur la place de l'armée. Pour les observateurs francophones qui tapent Ibrahim Traoré Burkina Faso ou Burkina Faso News dans leur moteur de recherche, ce récit offre un filtre différent. Il ne s'agit pas d'adhérer ou de rejeter en bloc, mais d'identifier ce qui, dans ce modèle, pourrait inspirer d'autres pays en crise et ce qui, au contraire, dépend de spécificités locales. Les analystes, les étudiants, les journalistes peuvent y trouver matière à étude. Comment un État en difficulté redéfinit ses priorités? Comment il recode la notion de dignité dans les politiques publiques? Comment il négocie avec l'aide extérieure? Pour un public plus large, tenter de regarder le Sahel comme une zone uniforme de conflit. Suivre l'expérience conduite sous Ibrahim Traoré invite à une autre attitude: observer les nuances, les contradictions, les compromis. La question n'est pas de célébrer ou de condamner, mais de reconnaître qu'ici se joue une bataille intellectuelle autant que sécuritaire. Savoir si un pays du Sud peut dessiner son propre chemin, avec ses réussites et ses risques, sans être réduit à un simple théâtre d'intervention. Derrière les discours et les symboles, la feuille de route se résume à 5 axes qui s'entrecroisent. D'abord, la sécurité est consolidée. Les, zo- les zones libérées sont stabilisées par des brigades mêlant soldats, volontaires et civils formés pour éviter tout vide de pouvoir. Ensuite, la production est accrue. L'État investit dans les forages, les canaux, les semences locales. Chaque région définit ses cultures prioritaires en fonction de son climat et de ses besoins, afin de concilier souveraineté et efficacité. Vient aussi une protection sociale structurée. Le registre social unifié, le PAMP et le RAMU offrent un socle: identifier chaque citoyen, soutenir les ménages fragiles, garantir un accès minimal aux soins. Parallèlement, l'éducation est refondée. Les écoles reconstruites servent aussi de centres communautaires où l'on apprend l'agriculture, la gestion de l'eau, les énergies renouvelables, mais aussi la citoyenneté. Enfin, une autonomie régionale encadrée se met en place. Des pôles économiques décentralisés sont encouragés, laissant aux autorités locales plus de marge pour piloter projets et budgets tout en restant connectés à une stratégie nationale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces 5 étapes sont présentées non comme un programme rigide, mais comme un cycle: sécuriser, produire, protéger,
éduquer, puis redistribuer le pouvoir vers les territoires. L'idée est constante. Le développement n'est pas une faveur obtenue, mais une responsabilité assumée, partagée, dit U à l'État, va les communautés. Le soir tombe sur un village du Nord, près d'un puits récemment restauré. Les enfants rient en remplissant des seaux. Les femmes discutent à voix basse. Les anciens observent la scène en silence. Il y a quelques années, cet endroit n'était plus qu'un point sur une carte de conflit. Aujourd'hui, il redevient un lieu de vie. Dans ces moments ordinaires se concentre le sens du chemin parcouru. Les visages sont fatigués, marqués par les pertes, mais une fierté discrète affleure, celle d'avoir résisté, d'avoir choisi de rester ou de revenir. Ibrahim Traoré, lorsqu'il visite ces zones, insiste moins sur son propre rôle que sur celui de ceux qui ont creusé, semé, enseigné au milieu des incertitudes. Il rappelle que la dignité ne se décrète pas, elle se construit dans des gestes répétés, parfois invisibles. Une phrase résume cet état d'esprit. Nous avons perdu des maisons, mais retrouvé un pays. Elle tient en peu de mots, mais elle contient un horizon, celui d'un peuple qui refuse d'être défini uniquement par ses blessures et qui, chaque matin, recommence à croire en sa capacité à se relever. Reste une question, adressée à ceux qui regardent le Sahel de loin. Que faire de cette histoire? On peut la ranger parmi d'autres récits de crise et de reconstruction, ou décider d'y voir un laboratoire utile pour penser la souveraineté à l'ère des dépendances multiples. Partager ce cas, le discuter, le confronter à d'autres expériences africaines, ce n'est pas idéaliser le Burkina Faso, c'est reconnaître qu'il existe ici une tentative cohérente de lier sécurité, nourriture, protection sociale et dignité. Chacun peut y trouver une part de responsabilité. Les chercheurs qui analysent, les journalistes qui enquêtent, les citoyens qui refusent les simplifications, les institutions qui acceptent de considérer d'autres chemins que les modèles importés. L'invitation est simple. Au lieu de réduire le nom d'Ibrahim Traoré à quelques formules ou controverses, examinez concrètement ce que ces politiques changent pour ceux qui vivent au pied des forages, dans les rizières, dans les écoles de brousse, et se demander, sans précipitation, et si la vraie liberté consistait pour un pays à semer sa propre espérance, même au prix de chemins plus rudes et moins balisés,